Dans le domaine de la santé publique, et plus spécifiquement dans le domaine de la prévention des risques sanitaires, on parle de niveau de prévention pour différencier les approches en fonction des risques, des campagnes ciblées, des prises en charge bien spécifiques, etc. Eh bien, en matière de prévention des violences sexuelles, on utilise le même système de niveau de prévention. Pour bien comprendre cette histoire de niveau de prévention, intéressons-nous d'abord à la promotion de la santé publique, les maladies et les autres problèmes de santé. On verra ensuite comment ces concepts s'appliquent à la prévention des violences sexuelles. On distingue 4 niveaux de prévention. La prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Je sais, c'est pas hyper original, mais au moins c'est facile à retenir. La prévention primaire permet d'éviter l'apparition d'un problème. Donc d'abord, il faut constater un problème. Exemple, en France, 54% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids ou sont obèses. On est loin des États-Unis avec un taux de 75% de surpoids ou d'obèses, mais le problème est tout de même très préoccupant quand on sait l'impact du surpoids sur la santé physique et psychique des individus, sans même parler des risques sociaux. Et logiquement, le problème touche aussi les enfants et les adolescents. En 2017, 20% des enfants et des ados de 6 à 17 ans étaient en surpoids et 5,4% étaient déjà en situation d'obésité. Donc l'objectif pour les pouvoirs publics, c'est d'agir avant que le problème ne survienne. On va donc créer des campagnes de sensibilisation, inventer des slogans comme « Les fruits et légumes frais, 10 par jour, c'est sain, c'est simple ». Pour mieux manger, commencez simplement par améliorer un plat que vous aimez déjà. Le programme Fruits et légumes à l'école finance la distribution de fruits et légumes dans les établissements scolaires, au déjeuner ou au goûter. Les fruits et légumes frais. Tu crées, tu croques, tu craques. Rendez-vous sur mangerbouger.fr. Autre exemple de prévention primaire, le sida. On est loin de l'hécatombe des années 1980, mais le VIH est toujours un problème aujourd'hui, malgré les immenses progrès dans la prise en charge des patients séropositifs. Pour prévenir la transmission de ce virus, on fait la promotion du préservatif et aujourd'hui également de la PrEP, un traitement de pré-exposition. On va créer des campagnes de prévention avec des affiches, des dépliants d'information, des spots pour la télé et les réseaux sociaux, et on va créer des sites internet d'information. Le virus du sida, il faut le connaître. Ose explorer ton plaisir. Durex. Tout le monde se pose des questions sur la sexualité. Et tout le monde peut trouver des réponses sur questionsexualité.fr. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention secondaire intervient quand on a déjà détecté précocement le problème pour en limiter les conséquences. Exemple, le cancer du sein, qui reste en France la première cause de décès par cancer chez les femmes. Une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. Mais quand il est détecté tôt, il est guéri 9 fois sur 10. Aujourd'hui, 60% des cancers du sein sont détectés à un stade précoce. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place une formidable campagne de prévention secondaire en impliquant beaucoup de professionnels de la santé et en communiquant activement auprès des femmes. Les médecins généralistes vont faire un suivi particulier des patients à risque, on va faire des examens cliniques réguliers et on va proposer des mammographies de dépistage tous les 2 ans à toutes les femmes qui ont entre 50 et 74 ans, où le risque est le plus élevé. On cible une population à risque. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. C'est de la prévention secondaire, parce que l'objectif, c'est d'identifier un problème à un stade précoce pour mieux le traiter. Pour reprendre l'exemple du VIH, la prévention secondaire, c'est le dépistage rapide pour réduire les risques de transmission. On va donc multiplier les lieux proposant un dépistage gratuit. Pour se faire dépister des IST, faut aller où ? L'objectif de la prévention tertiaire, c'est de réduire les séquelles d'un problème existant. Exemple, la prise en charge et la réhabilitation des personnes ayant eu un AVC, un accident vasculaire cérébral. Les professionnels de santé vont réduire les séquelles neurologiques, comme les troubles moteurs ou du langage, avec la rééducation fonctionnelle, c'est le travail des kinés et des orthophonistes. Évidemment, on va aussi prévenir un second AVC avec un traitement médical adapté, des anticoagulants, un contrôle régulier de la tension artérielle, un contrôle des changements dans le mode de vie, comme le régime alimentaire ou l'activité physique. En prévention tertiaire, on va aussi s'intéresser à la santé psychique des patients. On peut proposer un soutien psychologique,
ou des groupes de parole pour échanger avec d'autres personnes ayant eu un AVC. La prévention tertiaire ne vise pas à prévenir l'événement initial. On n'a pas de machine à remonter le temps, mais on va minimiser l'impact du problème sur la vie quotidienne et prévenir une récurrence. Pour reprendre l'exemple du VIH, la prévention tertiaire, c'est la prise d'un traitement antirétroviral pour stabiliser la maladie. Enfin, la prévention quaternaire consiste à se protéger contre les interventions inutiles ou nuisibles, ce qu'on appelle la surmédicalisation, qui a un impact sanitaire mais aussi économique. Exemple, les interventions médicales inutiles pour les infections respiratoires aiguës comme les rhumes ou les bronchites. Ces infections sont souvent causées par des virus et ça ne nécessite pas de prendre des antibiotiques qui agissent sur les bactéries. Donc, si on prend inutilement des antibiotiques, ça cause des effets secondaires inutiles, comme des troubles digestifs ou des allergies, ça alourdit inutilement le système de santé, mais surtout, ça rend les bactéries plus résistantes, ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Pour éviter ce problème, il faut sensibiliser les professionnels de santé, mais aussi les citoyens. Et là, vous pensez à la célèbre campagne d'information. Il fait quoi dans la vie, ce médecin ? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Et uniquement sur avis médical. Maintenant, comment applique-t-on ces différents niveaux à la prévention des violences sexuelles ? Comme pour n'importe quel autre problème de santé publique, on intervient à 4 niveaux. En prévention primaire des violences sexuelles, on a pour objectif d'empêcher que les violences sexuelles ne surviennent. Parmi les actions possibles, sensibiliser dès le plus jeune âge au consentement et au respect des autres. Développer les compétences psychosociales comme l'empathie et la gestion des émotions. Promouvoir des normes sociales positives dans les médias, dans l'éducation. C'est exactement le rôle et un des objectifs de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Si vous voulez avoir des exemples concrets d'actions, je vous invite à découvrir les programmes de prévention que j'ai créés, AidSens pour les enfants et les adolescents, AidSex pour les personnes ayant un handicap mental et Sensoprev pour les adultes dans l'espace professionnel. À chaque âge et pour chaque public, il existe des approches adaptées pour améliorer la prévention des violences. Des jeux, des vidéos, des activités, des affiches de sensibilisation, etc. Les informations que je suis en train de vous transmettre avec cette vidéo ont pour objectif d'améliorer vos connaissances sur les violences. C'est un support de prévention primaire. La prévention secondaire des violences sexuelles, c'est la détection des situations à risque ou l'intervention ciblée dès les premiers signes de violence. On va par exemple former les professionnels à repérer les signaux d'alerte chez les personnes victimes ou chez les auteurs potentiels. On va mettre en place des numéros d'urgence et des espaces d'écoute pour recueillir les témoignages ou pour trouver de l'aide. On va sensibiliser le public au signalement des violences. Tout au long de l'année, je me déplace en France pour former des professionnels. Quand j'interviens auprès des équipes de la protection de l'enfance pour les former au repérage et à la gestion des comportements sexuels problématiques des enfants, je fais de la prévention secondaire. Quand la Fédération française des criaves met en place un numéro d'appel destiné aux personnes attirées sexuellement par les enfants, le dispositif STOP au 0806 23 10 63, c'est de la prévention secondaire. Maintenant, la prévention tertiaire des violences sexuelles vise à limiter les séquelles des violences sexuelles pour les personnes qui en ont été victimes et à empêcher la récidive des auteurs d'infractions. On va proposer un suivi psychologique et médical aux personnes victimes pour les aider à se reconstruire si elles en ressentent le besoin. On va mettre en place des programmes spécifiques pour les auteurs d'infractions, comme le suivi socio-judiciaire, afin de réduire ce risque de récidive. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, qui liste différentes approches permettant de réduire le risque de récidive. On connaît moins, enfin, la prévention quaternaire des violences sexuelles, mais elle est pourtant très utile. L'objectif de la prévention quaternaire, c'est d'éviter les interventions inutiles, parfois même contre-productives, auprès des personnes victimes ou des auteurs d'infractions. Par exemple, quand un enfant est victime de violences sexuelles,
Il sera auditionné par des professionnels formés dans une salle disposant d'une caméra, ce qu'on appelle communément une salle Mélanie. Ça évitera que l'enfant ne répète plusieurs fois son histoire. On le fait pour optimiser la procédure, mais aussi pour éviter qu'un enfant ne soit contraint de répéter à plusieurs reprises des faits qui renvoient à une situation traumatisante. Autre exemple, quand la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, prend en charge un adolescent qui a commis une agression sexuelle. Il faut s'assurer que ce jeune bénéficie d'un suivi cohérent. Si chaque semaine il est suivi par un psychologue en libéral, un autre psychologue de la PJJ, qu'il voit en plus un psychiatre toutes les 2 semaines, qu'il est suivi 2 fois par semaine par un orthophoniste, et qu'en plus une psychologue de son collège le rencontre régulièrement, ça risque de faire beaucoup. Un jeune qui ne dispose pas d'un suivi cohérent peut être fragilisé. Ça ne mettra pas toutes les chances de son côté pour qu'il avance sereinement dans la vie, et ça n'assurera pas à la société une prévention efficace de la récidive. Parfois, l'accumulation de prise en charge peut être bénéfique, mais elle peut aussi être contre-productive. D'où l'intérêt de questionner régulièrement les dispositifs de prise en charge autour des auteurs de violences sexuelles et autour des personnes qui en ont été victimes. Pour prévenir au mieux les violences sexuelles, il faut intervenir à ces 4 niveaux. Et chacun de nous peut contribuer à sa manière, ne serait-ce qu'en diffusant des messages de prévention primaire auprès de ses proches et de ses collègues. On a tous un rôle à jouer dans la prévention des violences. Plus de prévention, c'est moins de victimes. Alors partagez cette vidéo et abonnez-vous.